Bonjour à tous, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo, des gars qui ont bien dormi ou qui ont eu une courte nuit, les boys? Ça a duré un peu, hein, c'est sûr. Ouais, on va revenir. En tout cas, pour ma part, j'ai pas dormi beaucoup, mais je suis en grande forme ce matin. Une épopée hier, je pense qu'on va le dire comme ça. Le CF Montréal qui a eu une interruption de quoi près de 2 heures et demie à Miami avant de reprendre et finalement gagner son match face à l'Inter Miami. On va en parler au cours des prochaines minutes. On va également parler des salaires qui sont sortis. On s'ennuyait là, de cette fameuse liste-là qu'on comprenait toujours à moitié. Fort intéressant les salaires qui sortent pour une première fois depuis le mois d'avril 2000 ou septembre 2019. On va revenir sur des décisions d'allégeance en termes de sélection en Europe et on répondra à vos questions dans notre segment Sujet chaud. Mais d'abord, les gars, on va commencer avec le segment à domicile. Avant de parler des salaires, là, parce que je veux vraiment rentrer dans le vif de ce sujet-là, on doit revenir sur la rencontre d'hier. Sid, j'ai eu l'occasion d'ailleurs. Merci, on a fait de la claquette pendant 2 heures et demie. J'étais à la radiodiffusion du match au 91.9 Sport. Comme ça, à brûle pour point, on t'a lancé, tendu une perche et t'as répondu. Ça a été très apprécié et surtout très intéressant. Euh, je vais aller dans les mêmes eaux un peu. Est-ce que c'est la première fois de l'histoire du club en MLS où on fait une rotation puis on a l'impression que ça a été réfléchi, que c'est ancré dans des convictions et que surtout, quand tu mets l'équipe sur le terrain, tu n'as pas l'impression d'envoyer un groupe à l'abattoir ou d'envoyer ce qu'on pourrait ou ce qu'on appelait dans le passé l'équipe B? Oui, en termes de profondeur, je pense que c'est assez évident que c'est l'équipe qui est la plus homogène au niveau du talent et qui permet effectivement de pouvoir faire de nombreux changements sans que ça affecte l'effectif. Et ça, c'est très rare. On sait souvent les matchs de semaine étaient toujours un gros défi pour le CF Montréal, même lorsque c'était des matchs de championnat canadien et même contre des adversaires de division inférieure. Là, on a vraiment une impression que l'écart entre le supposé titulaire, parce que d'ailleurs, je pense qu'après de 5 matchs, c'est un bon débat de savoir qui est vraiment titulaire, entre les supposés titulaires et les supposés remplaçants, l'écart est tellement faible que l'état de forme ainsi que la configuration de l'adversaire seront simplement les facteurs de décision pour Wilfried Nancy. Et ça, quand même, c'est un énorme changement, effectivement. L'impression, c'est d'entendre un coach du Canadien. Ah, parlez-moi pas de premier, deuxième, troisième, quatrième trio. Là, c'est juste des lignes qu'on fait tourner comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie parfaitement établie. Chose certaine, Jean, avec une pause aussi importante, le CF Montréal dans ce match-là, là, le match a été interrompu quelques minutes. Je pense que c'était 1 minute et demie, 2 minutes après le début de la seconde mi-temps. Montréal était parfaitement en contrôle. Une avance de 2-0, un doublé de Bjorn Janssen qui va lui faire du bien, va faire du bien à tout le monde, en fait, parce qu'on va arrêter de se poser des questions sur son cas. Mais après, revenir, après 2 heures et demie de pause, c'est tout un défi, même si tu es en avance par la marque de 2-0. Puis Non. au-delà des 2 buts marqués, c'est la première fois en 228 minutes là, que Montréal marquait un but. Ça a Regarde. commencé à faire un bout. Mais au-delà de ça, c'est d'avoir été capable de rester accroché lors de la deuxième mi-temps, où là, c'était une équipe de Miami qui était pas mal plus entreprenante. Ouais, complètement, complètement. C'est des coupures comme celle-là. Surtout quand tu es en avance, ta principale inquiétude, c'est est-ce que la concentration va être là? Est-ce que les gars vont rester sur les concepts de jeu qu'on a mis en place? Comment ça se passe pendant tout ce temps-là? Comment ça trotte dans la tête? Comment ça gamberge? Est-ce qu'on va revenir en jambes? Est-ce qu'on va revenir parce qu'il y a le facteur condition générale? Plein d'événements et qu'il faut que très souvent, ça arrive, on a tous vu, connu des exemples comme ça, où après une grosse interruption, une équipe revient sur le terrain et elle n'est plus là. Elle n'est plus là du tout. Ouais. Et pour peu que l'adversaire se mette un peu à presser ou commence à voir justement qu'il y a des failles, ça presse complètement et généralement ça explose. Donc, il y a eu une excellente réaction. Il y a eu une excellente réaction. Ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, il y a une volonté
de pas reculer trop. Il y a une volonté vraiment de pas se laisser acculer et être amené à défendre dans la surface régulièrement. Il y a vraiment une volonté de regagner le ballon plus haut, d'abord parce que c'est ce qui convient clairement à cette équipe. On est en train de voir vraiment qu'il y a un style de jeu et que si on arrive à regagner le ballon dans une zone intermédiaire, et ben, tout de suite, il y a quelque chose qui va se passer devant rapidement. Clairement, c'est un style et une façon, un concept de jeu qui est établi. Donc, sur la réaction elle-même, ça a été très, très satisfaisant, comme a été l'entame de match à nouveau, où on a senti vraiment que l'équipe était bien, elle tombait dans son élément. Il y avait une volonté, hein, et clairement, sans vouloir revenir trop longtemps sur le match de Vancouver, il y a une volonté d'essayer d'apporter d'autres choses et de vouloir un petit peu porter le ballon, de construire un peu plus haut sur le terrain. Mais on voit que le naturel, quand même, de cette équipe est de revenir sur les attaques rapides, récupération. Dès qu'il y a de l'espace qui s'ouvre, tu vois qu'il y a des joueurs qui sont prêts à aller le bouffer. Et que ce soit Lapalainen sur le dernier match, que ce soit Johnson, tu vois qu'il mange de l'espace hein, quand même. C'est pas simplement une présence, c'est pas un pivot dans la surface. Tu vois qu'il bouge et qu'il use une défense. Ses appels sur les deux buts sa façon de se déplacer sur les deux buts sont excellents. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui s'est mis en place. Oui, et tu parles de porter le ballon. On salue Sunusi Ibrahim. Tu veux-tu le porter le ballon? Vas-y, mon Sunusi, parce que c'est pas mal ça qu'il a fait avec son entrée en fin de match. Ça, c'est une des grandes satisfactions du début de saison jusqu'à maintenant. Les gars que tu fais entrer en cours de rencontre ou à qui tu donnes un premier départ, pour la plupart, ont été très, très intéressants. Tu parlais aussi du danger de voir glisser une avance comme ça. J'ai eu l'occasion, pendant l'interruption, de parler avec Olivier Renard, le directeur sportif, puis Renard en était très, très conscient, savait lui-même et appréhendait le retour sur le terrain parce qu'il se disait ça permet d'apporter des ajustements et nous, bien, on peut avoir perdu ce momentum-là. Donc, au final, on s'en tire très bien avec une deuxième victoire de la saison. Après le premier match de l'année, c'était une victoire de 4-2, ça, face à Toronto. Puis au final, c'est ça qu'on retient, Sid, parce que moi, ce que j'aimais pas dans le passé, la gestion d'une semaine comme ça, où tu y vas, par exemple, avec ton 11 type samedi dernier, tu perds le match. T'enchaînes parce que tu sens que tu n'as pas d'alternative. Souvenez-vous, à l'époque, Rémi Garde, et je comprends que l'effectif n'est pas le même en ce moment. Tu l'as dit tantôt, Sid, c'est beaucoup plus homogène. Mais Rémi Garde regardait vers le banc et disait « Je vois rien qui peut améliorer mon équipe, donc je ne fais pas de changement. » Tu reconduis le même 11, et là, si tu te plantes, tu es complètement à la rue parce que tu n'as pas de points et tu as envoyé le mauvais message à tes troupes. Là, c'est l'inverse. Tu vas chercher une victoire, tu as fait tourner. Victor Wanyama, par exemple, n'était même pas habillé. Samuel Piette est de retour dans le 11 de départ. Et imagine, Sid, si tu n'avais pas tourné, et je sais que tu n'as pas de contrôle là-dessus, mais tu finis un match à minuit le soir. Imagine l'état des troupes si tu as le même 11 qu'à Salt Lake City, hier à Miami, puis là, il faut que tu enchaînes le week-end prochain face à Atlanta. Tu aurais été complètement cuit, Sid. Oui, tout à fait. C'est vrai que Wilfried Nancy, il a un défi dans la gestion de son effectif. On parle de rythme physique, mais au niveau aussi des égos, c'est important de pouvoir impliquer l'ensemble du groupe. On l'a vu contre Vancouver, l'entrée de Torres était intéressante. On l'a vu contre Miami, que l'entrée d'Ibrahim aussi très intéressante. On voit que Hurtado aussi est capable d'apporter pas mal d'énergie du banc et que l'ensemble de l'effectif se sent impliqué. Je pense pas que Waterman soit en accord avec mes propos, mais pour l'instant, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont un rôle à jouer. Et je n'ai même pas cité, pour moi, peut-être la plus grosse décision, c'est James Pantemis. Le fait de pouvoir mettre un gardien numéro 1 bis qui représente aussi le futur de ton organisation et de pouvoir compter sur lui et qu'il réponde présent comme il le fait et qu'on arrive dans une situation où je pense que pour tout le monde, Diop est titulaire, Wanyama est titulaire, Broguiard est titulaire et Toye après ses 2 buts en début de saison est titulaire et que ces personnes-là ne sont pas dans la feuille de match et pourtant l'équipe performe tout autant, c'est là que on voit le très bon travail qui a été fait de recrutement, mais aussi le bon travail d'implication de chacun, de responsabilisation de chacun qui est fait par Wilfried Nancy. Qu'est-ce que tu penses justement de Wilfried Nancy? Je suis curieux, Sid, de t'entendre là-dessus parce que
moi, j'ai aucun problème avec un entraîneur qui dévie des questions, qui veut pas trop se compromettre. Mais là, à l'approche de cette rencontre-là, je pense pas y aller trop fort en disant que Wilfried Nancy a carrément menti aux médias en disant je ne sais pas s'il va jouer cette année, on a réfléchi, mais bref, il a dit qu'il n'y avait aucune décision qui était prise sur Pantémis, à savoir s'il allait avoir des minutes, pas cette semaine, là, en 2021. 48 heures plus tard, il est dans le 11 de départ. Là où moi, j'ai de la misère à comprendre, si tu me dis que tu voulais cacher ton jeu pour Victor Wanyama, tu sais, le système de l'adversaire, ça change peut-être quelque chose. Tu vas faire quoi si c'est James Pantemis? Tu vas tirer de plus loin que quand c'est Clément Diop? Tu sais, je comprends pas trop pourquoi tu voudrais cacher ça. Est-ce que toi, tu accroches là-dessus ou tu dis, ben non, c'est juste un coach qui voulait envoyer sur une fausse piste? Moi, il y a quelque chose là où je me dis, OK, je comprends Wilfried, mais fais attention parce que jusqu'à maintenant, Ouais. il y a comme un lien de confiance qui existe avec tout le monde. Personne ne va trop te pousser pour savoir ton 11 de départ parce qu'on sait que ça, tu ne veux pas le dévoiler. Mais moi, j'accroche un peu sur le fait qu'il ait carrément dit quelque chose qui n'était pas vrai, sachant déjà, je ne peux pas croire à ce moment-là, que soit Pantémis allait jouer ou qu'il était sérieusement en train de considérer le faire jouer cette semaine, nous dire qu'il n'allait peut-être pas jouer en 2021. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que à sa titularisation, j'ai tout de suite pensé à la conférence de presse où on semblait se demander quel était le plan pour James Pantemis. Donc, à quel point c'est du poker menteur ou une épiphanie qu'il a eu à la suite de la conférence de presse, je ne le sais pas. Mais c'est vrai que Attends, Wilfried Nancy est plus réfléchi que ça. Will, il n'y a pas une épiphanie là en conférence de presse. Il semble avoir tout déjà réfléchi, que ce soit lui ou Olivier Renard. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les réflexions sont bonnes, mais c'est pas une épiphanie qui a eu lieu entre ce moment-là et le match. ben, il y avait aussi le côté de Wanyama où on semblait donner l'idée qu'il allait enchaîner. Et c'est pour ça que je sais pas trop effectivement dans la gestion de l'effectif, mais c'est vrai que ça m'a agréablement surpris parce que finalement je suis très content du résultat Absolument. de la titularisation, parce que je trouvais quand même que suspendre les minutes de James Pantemis à une compétition dont on sait même pas si elle va avoir lieu, ça je trouvais ça vraiment compliqué pour le jeune. Mais oui, de toute façon on va aussi apprendre à connaître Wilfried Nancy communicant. C'est fait partie de tous les coachs, hein, de leur façon de gérer le rapport aux médias et aussi aux messages envoyés à leurs joueurs au travers des médias. Donc oui, c'est un des premiers épisodes. Tiens, on va donner le bénéfice du doute pour celle-là, mais moi, je le répète, c'est plus le fait que tu as envoyé, et moi, je l'interprète comme étant intentionnellement sur une fausse piste, sachant que tu savais, à la limite, tu savais au gros minimum que Pantémis allait avoir des minutes cette année. En plus, Nancy a dit, c'est très clair depuis le début avec Olivier Renard, c'est quoi nos intentions. 48 heures plus tard, le gars commence un match. Et d'ailleurs, tu fais bien de le souligner, là, chapeau. Moi, je salue cette décision-là. C'est le premier pas vers éviter un autre Maxime Crépeau, puis un scénario où un gars finit par aller éclore ailleurs parce qu'il a le potentiel de le faire, mais on ne lui donne pas du temps de jeu à Montréal. Donc, chapeau là-dessus sur la décision. Maintenant, comment on a déguisé la décision? À voir comment ça sera géré les prochaines fois. Avec tout ça, là, tout le monde se couche très tard, Jean, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis là, tu te frottes les mains quand tu es dans les médias ou quand tu es un supporter. Tu te frottes pas mal moins les mains quand tu es dans le staff parce que Sid parlait de gérer les égos tantôt. Tu as une grosse job à faire en MLS que tu n'as peut-être pas à faire ailleurs. C'est justement gérer ton personnel quand les salaires sortent. Ça ne doit pas être ce matin-là. Ça ne doit pas être le matin le plus le fun d'un personnel d'entraîneur quand les joueurs voient sur leurs réseaux sociaux les salaires passer et commencent à se comparer les uns avec les autres. Non, non, c'est certain. Et tu sais bien, c'est un peu un passe-temps hein, chez les joueurs, que souvent on va regarder la feuille de paye de l'autre, etc. Donc quand ça sort comme ça, et ça c'est aussi pour des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude, des joueurs qui débarquent un petit peu dans le système et qui voient ça, et surtout dans un milieu où quand tu regardes un petit peu ailleurs, c'est plutôt quelque chose de caché. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui va sortir au grand jour. Donc, quand tu débarques ici et puis que tu vois que c'est que tout le monde
que t'es affiché sur la porte, là, carrément, et puis que ça alimente la discussion. Ouais, tu te dis, OK, d'abord, tu as une réaction vis-à-vis de bon, mon salaire est là, et puis tu regardes un peu aussi ceux des autres, et effectivement, ouais, ça peut devenir, disons, un petit irritant dans le vestiaire, c'est certain. C'est Et certain, pour l'instant, il n'y a clairement pas pour le moment en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'ego démesuré dans cette équipe, dans ce groupe, et que pour l'instant, il y a l'impression qu'il y a une attention qui a été prêtée justement à ce que ce soit des joueurs qui n'aient aucun problème à rentrer dans le collectif, et pas forcément sur le terrain, mais dans l'ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il y a clairement une politique qui est derrière ça. ouais, et à rentrer aussi dans le budget, chose qui est un petit peu plus Et difficile dans à le faire budget, bien sûr. à, Non, non, à c'est certain. l'époque. Et je me souviens, Wilfried Nancy m'a déjà dit, tu sais, quand les salaires sortent et que tu es sur une bonne séquence, généralement, ça va bien. Quand tu es sur une séquence de 3 ou 4 défaites consécutives, là, le vestiaire est un peu plus particulier. Donc, dans les circonstances, je pense qu'après la victoire d'hier, c'est peut-être pas le pire Ça moment passe mieux. pour dévoiler les salaires comme ça. Sid, si on rentre dans le vif du sujet avec les chiffres qui ont été dévoilés, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Je vais juste en balancer quelques-uns comme ça. Tu me diras s'il y en a qui t'accrochent ou s'il y a des choses que j'ai omises. L'aubaine de toutes les aubaines jusqu'à maintenant, là, on verra si ça va monter à quoi son prochain salaire, mais c'est Kamal Miller à 85 000 Rudy Camacho, pour le moment, il est un peu en dessous de 900 000. Un 900 000 qui paraît mieux que dans les années passées parce que Rudy Camacho est très solide sur les 5 premiers matchs de la saison, mais quand même, quand on pense que Kamal Miller est à 85 000, c'est extraordinaire. Le salaire le plus important, c'est celui de Victor Wanyama à 3 millions, tout juste Yeah. au-dessus de 3 millions. Du côté de Bjorn Johnson, on est 1 à million. 1 million, exactement, juste au-dessus du million. Même chose pour Kiki Struna, qui lui est dans une situation particulière, dans le sens où Olivier Renard, je pense pas qu'il aurait voulu donner 1 million à un joueur comme Struna, mais on a été obligé de l'amener ici en échange pour Urruti. Et d'ailleurs, comparaison intéressante, les deux n'ont pas été échangés l'un pour l'autre, mais Romel Kyoto, même avec son augmentation de salaire, un nouveau contrat qui lui a été donné à la fin de l'année passée, et seulement à 800, oui, je dis seulement, à 885 000, sachant qu'Urruti était à quoi? 1 million. Ouais, puis même plus, là, 1,3, 1,4, peut-être même Ouais. 1,5. 1,6, non? Ouais, ça a monté pas mal. C'est un upgrade, à mon sens, Sid, sportivement, puis une économie quand même substantielle d'à peu près un demi-million. Donc, ce qu'on retient surtout, là, c'est que tu regardes ces chiffres-là, je sais pas pour toi, mais dans le passé, il y a 3-4 ans, tu regardais et tu te disais, mais l'échelle est où pour choisir qu'est-ce qu'on donne à qui? Est-ce que c'est sportivement? Est-ce que c'est ta feuille de route en Europe ou en Argentine? Alors que là, tu regardes les joueurs, leur rendement sur le terrain, leur utilisation, et tu regardes les salaires, tu te dis, ouais, ça a du sens. On est capable de faire des liens qui sont tout à fait cohérents. Oui, tout à fait. Donc, je dirais, hormis le vol, si je puis dire, Kamal Miller, qui finalement gagne plus qu'il gagnait à Orlando, et il faisait autour de 58 000, mais qui, lui, il va exploser la banque lors de son prochain contrat, sachant aussi qu'il fera partie du groupe canadien pour la Gold Cup. Yeah. Je veux juste interrompre là-dessus une seconde, mais ce qui est fou, là, puis je veux remettre une 4e couche sur l'aubaine Kamal Miller, même si tu tripes son salaire. T'es même pas à 300 000. Yep. Non, mais c'est c'est sûr. et c'est ça qui est fou avec ces gars-là, c'est que si tu fais 85 puis on te dit on te donne 3 fois plus, t'es fou comme un balai. Là. En ce moment, Samuel Piette à 450. Et écoute, il faisait des pinottes, là, il faisait 100 kek à son arrivée. Ces gars-là, c'est pour ça que c'est à ce point-là précieux de les avoir au départ avec leur salaire initial au club aussi bas que ça. Oui, tout à fait. Et surtout, je pense que c'est aussi un témoignage des performances de Kamal Miller. Lorsque je dis ça, c'est aussi parce que il est capable vraiment dans les performances actuelles de montrer qu'il potentiellement il vaudra beaucoup plus. Donc c'est surtout voilà, genre comme une petite main d'applaudissement pour les 5 premiers matchs.
Ensuite, au niveau de l'échelle dont on a très souvent parlé et que je trouve que c'est extrêmement pertinent, j'ai fait un petit peu le top 10 pour justement partager sur les réseaux sociaux. Le top 10, il y a 8 joueurs qui sont facilement titulaires et il y a aucune discussion possible. On retrouve Mihailovic, on retrouve Wanyama, on retrouve Piet, on retrouve Camacho, devant on retrouve Janssen, on retrouve Kyoto. Moi, je me dis, si on m'avait demandé de choisir quels seraient les 10 mieux payés du club, pas avec le chiffre qui est écrit sur le chèque, mais juste les 10 mieux payés du club, je pense que je serais à 70% de la même grille salariale. Et ça, c'est sûrement la première fois que je peux le dire en 10 ans de l'Impact Montréal / CF Montréal dans la Ligue, parce qu'il y avait vraiment des incongruités qui étaient dues à... On ne sait vraiment pas trop toujours le contexte, mais là, oui, on a un budget qui est quand même conséquent, hein, c'est environ 12 millions de masse salariale, c'est le 11e, je pense, club de la Ligue, sur 27, c'est quand même beaucoup, hein, souvent par les ambitions du club et de sa place dans la Ligue, c'est quand même un gros budget, mais il est beaucoup mieux réparti, et il est beaucoup plus lisible. Maintenant, il y a aussi quand même des petites informations, quand on voit le salaire de Johnson, quand on voit le salaire de Hamdi, quand on voit celui d'Ibrahim, il y a quand même des informations. Oui, il y a la prime je dirais au déménagement / intégration à la Ligue, je viens d'ailleurs, mais il y a peut-être aussi des indications sur qu'est-ce qu'on va attendre d'eux dans la suite des choses, et donc et là je pense que c'est là où les salaires viennent aussi un petit peu brouiller les pistes, parce que à gros salaire, grosse responsabilité, hein, Camacho est assez au courant de ça, mais globalement oui, c'est très 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 lisible, à quelques exceptions près, mais bon, voilà, c'est normal. Tu parles de grandes responsabilités pour Rudy Camacho. Sid, celui, moi, qui me vient en tête, c'est Victor Wanyama. C'est un salaire que j'attends depuis son arrivée au club, savoir on est où. Mon feeling, puisque Saphir Taider était à 4 millions, c'était qu'on allait tourner au gros minimum entre, puis je pense qu'on s'en est parlé hier à la radio, Sid, entre 2,5 puis 4. Finalement, c'est 3. Là, ça devient un exercice de comparaison, Jean. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sachant que la prochaine étape, ça c'est mon opinion, ça va être de trouver des joueurs offensifs encore plus percutants, des gars pour qui tu vas probablement avoir à débourser soit en montant de transfert, soit en salaire à proprement dit pour les faire jouer en MLS, d'avoir un gars qui gagne 3 millions, qui donne le rendement de Wanyama, d'avoir un Samuel Piette qui donne un rendement qui, tu sais, on pourrait faire l'argument que c'est semblable, pareil. Ouais. Mettons que c'est une petite coche en dessus. Je serais prêt à accepter ça. Je le pense pas, mais je serais prêt à l'accepter si quelqu'un me faisait l'argument. Mais Samuel Piette fait 450 000. Je veux dire, quand est-ce que, si tu es Olivier Renard, tu dis, là, Wanyama, c'est juste pas assez, parce que je comprends qu'il peut t'apporter quelque chose dans le vestiaire. Je comprends qu'il y a un potentiel qui dépasse largement, à mon sens, celui de Samuel Piette. Mais le potentiel, à un moment donné, à une autre échelle, c'est un peu comme Balou. Il arrive à quelle heure, ce potentiel-là, pour montrer que le montant déboursé, c'est 276 000, je pense, pour Balou. On n'est pas dans les mêmes eaux, mais ça reste chèrement payé pour le rendement que tu as de Balou depuis son retour de Barcelone. Du côté de Wanyama, il joue beaucoup. Est-ce qu'il joue pour 3 millions? Est-ce qu'il joue pour un salaire qui devrait se comparer à celui de Michael Bradley? C'est toujours la comparaison qui me vient en tête. Je te pose la question. Non, non, certainement pas. Écoute, quand Wanyama est arrivé, à moi, l'idée que j'avais un petit peu, c'est, regarde, c'est le gars exactement qui a le potentiel pour devenir aussi Alonso. Tu vois, un gars, tu le mets sur le terrain, tu sais, quand tu es en face, tu sais qu'il va te manger le milieu de terrain et que tu dois te préparer ponctuellement que tu vas l'affronter et que ça va être un casse-tête. Clairement, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit et que non seulement c'est pas ce qu'on voit, mais en plus on a clairement l'impression que par moment il regarde sous le pied ou que il a la tête un peu ailleurs. Donc ouais, c'est gênant lorsque tu vois ça, c'est certain. Et que alors on parlait d'ego et de joueurs qui rentrent bien dans le concept et qui a une idée générale de groupe. C'est sûr qu'il y a un travail à faire auprès de lui et essayer de le garder super motivé, de le garder et de l'amener à un niveau où il peut être encore plus imposant, encore plus dominant, si je peux dire, dans ses performances, dans ses prestations. Parce que c'est vrai que là,
c'est certainement pas le joueur qui ressort et qui va être au-dessus du lot, comme tu peux t'attendre à un gars qui a 3 fois Ouais. plus, qui gagne 3 fois plus que ton deuxième meilleur, ton deuxième plus gros salarié, mettons. Ouais, je ne veux pas te reprendre, Jean, parce qu'en termes de chiffres, tu es largement au-dessus de ce que je suis capable d'offrir, mais c'est 6 fois plus dans ce cas-ci que Samuel Piette. C'est Non, non, pas je veux dire que trois par fois. rapport à ton deuxième salaire, à ton deuxième Ah, meilleur ton deuxième salaire dans le salaire, monde. non, mais tu Ouais, vois, je devrais me dompter. ok, C'est exactement pour ça que je right. me garde de te reprendre d'habitude, parce que c'est bien rare qu'on Mm. peut le faire, surtout quand tu fais des comparaisons de chiffres comme ça. Juste avant de passer au prochain sujet, Sid, concrètement, là, si le rendement des gars arrive comme ça, pour moi, Olivier Renard l'a déjà dit, mais je pense que si tu joues un autre 3, 4, 5 matchs comme tu vois depuis le début de la saison, ça va être une évidence, à mon sens, que tu es en avance sur le plan d'Olivier Renard. Peut-être en avance de 6 mois. Si tu as une opportunité d'aller chercher un attaquant de premier plan cet été, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit fait à l'hiver prochain ou à l'été 2022. Là, ton groupe a de l'allure. Si tu es capable d'aller chercher un gars comme ça, il y a une opportunité qui se pointe, mais tu es obligé de libérer le salaire de Victor Wanyama. Est-ce que tu chercherais, si les choses continuent comme ça, là, et c'est rien de personnel envers lui, c'est une question de comptabilité, est-ce que tu chercherais à le laisser partir ou tu veux vraiment continuer de construire autour de lui? Bah, je sais pas quel type d'attaquant de premier plan on parle, mais je dirais a priori non. A priori non, puisque les deux salaires qui Non. suivent quasiment sont ceux de Kyoto et ceux de Johnson. Donc l'attaquant de premier plan viendrait peut-être poser plus de problèmes qu'autre chose, dépendamment de qui c'est. Mhm, Si on parle de Haaland ou yeah. Kane, genre tu peux virer Non, la mais moitié, la moitié du club. excuse-moi, je veux juste préciser, là, si tu as l'occasion d'aller chercher un gars, je ne sais pas c'est quoi le plan d'Olivier Renard, mais je présume qu'il y a une autre étape. Moi, j'ai posé la question à Kevin Gilmore il y a quelques mois, puis à savoir, est-ce que vous pensez aller chercher, j'aime pas l'expression, là, mais tout le monde comprend dans ce temps-là, un gros nom. Ce que Gilmore m'a répondu, c'est on aime bien le modèle de Philadelphie qui a assemblé un groupe jeune, stable. Puis là, quand ce groupe-là est arrivé à maturité, on est allé chercher des gars qui étaient capables d'œuvrer comme point de bascule à quelque part. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un attaquant? Est-ce que c'est un autre milieu offensif, un allié? Peu importe. Mais si ce gars-là, qui est la prochaine étape dans le plan de Renard, est là au mois de juillet, mais qu'il faut faire de la place, je reviens à ça. Est-ce que toi, Wanyama, c'est le premier que tu chercherais à déplacer ou tu veux continuer avec lui? Encore une fois, ça va dépendre de la personne dont on parle. Puis pour l'instant, le club a quand même eu 11 ou 12 nouveaux contrats. Donc je crois que le travail a été fait. Peut-être qu'à la marge, il y a peut-être d'améliorations. Mais c'est un groupe qui est bâti pour essayer de se qualifier encore une fois pour les séries et non pour vendre des billets ou aller gagner la MLS Cup cette année. Je pense qu'il n'y a aucun plan dans ce sens-là. C'est pour ça que j'aurais du mal à considérer ce type de transaction. Là, on a un groupe qui est quand même assez équilibré, qui est quand même bien doublé au niveau des postes. C'est certain que la prime dont je parlais, la prime au déménagement, qui est celle aussi qui explique pourquoi le salaire de Camacho est peut-être 30% trop élevé, Mhm. et celui de Wanyama aussi, et celui de tous ceux qui sont venus d'Europe, et comme ça, est reflété. Maintenant, c'est un poste de milieu central, milieu relayeur, c'est un poste qui est compliqué, dont c'est compliqué parfois d'apprécier la valeur ajoutée, et on l'a vu aussi avec Matuidi qui a été le lot de beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux hier. C'est des postes qui sont en MLS très compliqués à en faire des postes de joueurs désignés, des postes dont les salaires vont toujours être sujets à discussion parce que leur rôle est le plus compliqué à percevoir dans un effectif. Oui, et c'est là où je pense que si tu veux avoir un joueur désigné à ce poste-là, avec un salaire comme ça, il faut que tu sois 3 coches au-dessus de tout le monde. Je reviens, puis c'est lassant un peu, mais Michael Bradley, pour moi, c'est l'exemple ultime de ce qui justifie de donner un statut, un salaire comme celui-là à un poste de milieu défensif. Jean, tu voulais conclure là-dessus? Oui, juste pour continuer ce que dit Sid. Faire venir un autre joueur offensif de grande qualité, dis-toi que ça vient avec, en corollaire, que tu limites le développement de un ou deux autres joueurs. Or, ce qu'on Tout voit à là, fait. c'est qu'il y a quand même une richesse intéressante offensivement, une
belle chose qu'on voit là, c'est bien élevé. Oui. Honnêtement, OK, bravo, fallait avoir confiance, aller le chercher. C'est au-delà simplement de son talent et de sa qualité. Il fallait se dire, OK, lui, je lui donne quand même pas mal de responsabilités dans le jeu en débarquant dans un nouveau club. C'est fort. Et dans le même modèle, je dirais, tu n'as pas vu 5% de ce que Torres est capable de faire. Donc, aller chercher là, à relativement court terme, avant la fin de saison, mettons, une grosse personnalité ou un gros nom, ou un gros salaire en plus offensif, ça vient avec des inconvénients qui, à mon avis, sont trop gros et que Libé Wanyama, ça te crée un autre problème au milieu de terrain, comme souligné ici, à un poste qui est compliqué et qui actuellement est essentiel dans l'équilibre d'une équipe. Ouais, c'est des points super intéressants, les gars. Puis j'ajouterais aussi, quand j'ai eu une conversation avec Caleb Porter à l'époque, qui était entraîneur des Ouais. Timbers, c'était pour un match ici à Montréal. Là, je travaillais avec TSN à l'époque et on lui avait demandé, tu sais, voudrais-tu avoir une superstar? Diego Valeri commençait à ce moment-là, mais il n'y avait pas de Drogba ou de gars comme ça. Il a dit, tu sais, moi, je suis un jeune entraîneur. Hein. L'équilibre du vestiaire est aussi important. Quand tu fais rentrer des gars comme ça, à un moment donné, l'équilibre, c'est pas loin qui sort par la fenêtre. Puis tu Yeah. sentais que lui, il voulait vraiment s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans son vestiaire et pas juste sur le terrain. Donc, ça, c'est un autre facteur intéressant à prendre en considération. Hey, les gars, on va enchaîner parce que là, on a fait pas mal plus longtemps sur ces dossiers-là. C'est ça qui arrive quand les salaires de la MLS sortent. Quand Exact. on s'enflamme comme ça, on commence des petites comparaisons. Et parlant de comparaison, Crew ou Columbus, mon Sid, en veux-tu des rebrands cette année? En v'là. Le Crew n'est plus, mais est toujours là parce que ça devient le Ouais. surnom. Fait que on joue à pareil, pas pareil du côté de Columbus. Toi, t'aimes mieux quoi? Écoute, c'est un des rares noms qui me plaisait bien, le Crew. Je suis pas d'une culture des surnoms comme nom, comme Les c'est la Mighty MLS, mais Ducks, non? non, mais bon, je respecte je respecte Oui, oui, je comprends exactement. l'histoire et le contexte. Et le Crous c'était vraiment parmi les noms qui sortaient facilement de ma bouche et qui, pour un club historique, fondateur de la MLS, avait quand même une valeur particulière, sachant que c'est un club qui aussi fait bien sur le terrain et qui avait une belle campagne, Save the Crew, il y a 2 ans, avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, Aslam et Edwards, qui a était assez romantique dans un monde de foot assez cynique et très business/marketing. Là, la décision qui a été prise par ce groupe de propriétaires est très surprenante, mais en même temps est symptomatique de quelque chose qui est beaucoup plus large finalement que Columbus et que même Montréal. C'est une volonté d'une ligue au complet d'uniformiser ses équipes, d'européaniser/angliciser son contenu, son produit, et ça se voit aussi parmi les 8 derniers logos, la surdominance de la couleur noire dans les chandails notamment, avec le seul équipementier Adidas, mais on est dans quelque chose qui est quand même très lié à la ligue et à son orientation, beaucoup plus que à des choix particuliers de propriétaires, mais cette volonté d'être des marques globales Yeah. pour chacun des marchés, lorsque tu es Columbus ou Ohio, ça me dépasse, et ça me dépassait un petit peu aussi en janvier dernier par rapport à Montréal, et ce désengagement un petit peu de l'ancrage local qui constitue ces marchés et qui fait la vitalité de ces clubs, je trouve ça extrêmement particulier à l'échelle de la MLS. Oui, et je comprends que le flocon, c'est bizarre. C'est peut-être chargé, le logo du CF Montréal. Le logo de Columbus, par contre, sérieusement. Puis là, tu sais, je veux faire attention parce qu'il faut que je sois cohérent avec mes propos du mois de janvier, là, qu'à quelque part, tu peux t'habituer. Puis si le fondement de cette nouvelle identité ou de cette évolution-là a été fait pour les bonnes raisons, ça va mener à bon port, même si le logo est... Mais Sid, ce logo-là, c'est la base, hein? Yep. Ouais, c'est pas comme s'il n'y avait pas une autre équipe qui utilisait le C comme logo dans l'Ohio.
Je trouve que c'est spécial un petit peu de la part de Columbus, en fait, c'était un beau logo de merch, pour utiliser un mot qui est assez laid, merci, mais dans un pour une équipe qui a vraiment en fait un logo très équilibré, chargé, avec la notion avec le 96 aussi, ils ont un beau logo qui dit beaucoup sur eux, sur leur histoire, et je comprends pas, mais pour faire un dernier parallèle avec ce qui s'est passé à Montréal, c'est que même quand tu gardes Crew dans ton narrative et ta communication, comme parfois on aurait voulu que Montréal garde un pacte un peu dans sa narrative, ça change rien auprès des partisans qui se sentent floués et qui comprennent bien qu'on est passé à un autre chapitre. Donc même si on a gardé CF Montréal / l'impact montréalais, ça n'aurait pas vraiment changé grand-chose dans la perception de ce changement. On passe à notre segment en temps additionnel, les gars. Parlant de changement, de nouveaux chapitres, Aymeric Laporte, Jean, décide de jouer pour l'Espagne. Est-ce que ça t'a pris de court un peu, cette décision-là? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que c'est pas la première fois qu'il en parle, c'est pas la première fois que c'est venu sur la table et c'est pas nouveau non plus le fait qu'avec avec Didier Deschamps, ça colle pas et qu'il y a un moment, la possibilité, comme je dis, c'est pas nouveau, ça fait déjà, c'est en gestation depuis 2-3 ans déjà, que la possibilité, c'était déjà à l'époque, ça avait été déjà soulevé par Julen Lopetegui, l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Et là, ça s'est accéléré avec Luis Enrique qui est revenu là-dessus, avec l'arrivée de l'Euro et quelques problèmes qu'a l'Espagne au niveau de défensif. La perspective d'avoir Laporte capable de prendre la nationalité espagnole et de pouvoir intégrer la sélection espagnole pour l'Euro, c'est-à-dire dans un mois, s'est présentée. Il y a eu une procédure qui a été faite tout à fait légale. Hein. C'est pas un coup de passe-passe, etc. Et donc, ouais, depuis hier, Laporte est officiellement éligible pour la sélection espagnole. C'est un problème qui est arrivé. Il avait été appelé 2-3 fois avec l'équipe de France en 2016-2017, je crois, sans jouer. Il laisse donc cette possibilité de prendre une autre nationalité, de jouer pour une autre sélection. Clairement, il y avait un problème avec Didier Deschamps, qui ne lui a jamais vraiment fait confiance. Laporte l'a critiqué assez nettement. Deschamps s'en est défendu, mais tu sais très bien comment c'est. On en a parlé déjà avec Benzema. C'est pas facile, une fois que tu es passé du mauvais côté de Deschamps, de revenir du bon côté. Donc, voilà, quoi. Il se trouvait dans une situation où il est au maximum professionnellement, il est au top de ce qu'il est capable de faire comme joueur en club. Il lui manque ce petit plus qu'est la sélection nationale, et il voit qu'il ne l'avait pas quelque part. Alors oui, on peut critiquer en disant « Ouais, mais attends, tu changes pas de sélection comme tu peux le faire en club, c'est quand même un petit peu différent. » Derrière lui, il vient quand même du même endroit que Deschamps, il vient de Bayonne, il vient du Pays Basque, et qui a toujours été avec une formation, ou en tout cas l'essentiel de sa carrière à Bilbao, qui est quand même le grand club du Pays Basque. Et donc il y a une identité assez partagée. Et personnellement, je ne trouve pas que ce soit... je ne vois pas quelque chose de honteux ou au moment où le choix s'est fait, et à partir du moment où tu es partagé et que l'option se présente, et que l'autre, et que l'alternative ne te permet pas d'aller plus loin, ben vas-y. Sid, je suis très fier de nous parce que je t'ai vu sourire, mais les deux, ni l'un ni l'autre, en fait, on a mordu à l'hameçon. Jean Gounel a envoyé sa ligne à l'eau avec Benzema, Deschamps, l'équipe nationale française. Non, Jean, on n'a pas le temps aujourd'hui. Tu l'as envoyé ta ligne, l'hameçon était là. Ni Sid, ni moi, on a mordu. On va plutôt enchaîner avec un printemps pour l'UEFA, Sid. Pas de tout repos, hein? Là, on est dans les sanctions pour les clubs de Super League parce que c'est pas fini, ce dossier-là. Et on est aussi en questionnement sur, sur la ville hôte de la finale de Ligue des champions qui va changer.
Oui, effectivement, au niveau de la finale, c'est bon, le fait que des 2 clubs anglais se retrouvent en finale, ils ont essayé de pousser pas mal pour que la finale ait lieu à Wembley, chose que Mhm. bon, l'UEFA a balayé, d'un revers de la main, mais Istanbul, qui est le lieu de la finale, n'est pas, accueillant, en termes de conditions, Covid, et encore pour la deuxième fois de suite, on a un report qui est acté, où on va aller du côté de Porto, si je m'abuse, pour cette finale. Euh, Mm. c'est compliqué, on oublie un petit peu, enfin on oublie, on est conscient, mais parfois on essaye d'oublier tous les paramètres qui sont liés à cette gestion là, de la pandémie. On a hâte au retour des supporters, on parle de passe sanitaire, et souvent on oublie qu'il y a des pays qui sont pas en condition finalement de pouvoir continuer correctement l'organisation de compétitions internationales, parce que bon, le championnat turc a lieu. D'ailleurs, c'est un des championnats les plus excitants dans sa fin Ah de ouais. journée, hein. Ouais. Oui. Mhm. Mais voilà. Donc, et puis au niveau des trois renégats de la Super League, c'est fascinant de voir qu'avec toute la réaction suscitée par tout le monde d'ailleurs, de voir qu'ils ont insisté dans leur projet, qu'ils ont menacé les clubs qui ont quitté le projet de poursuite, qu'ils ont l'intention vraiment de pouvoir de continuer à mettre en œuvre ce putsch, hein, au niveau des compétitions, malgré toutes les sanctions qui sont annoncées. Il faut quand même dire à nos auditeurs que le président de la Serie A a Ah menacé ouais, d'expulsion la Juventus. la Et puis Juventus. Mhm. là, on parle vraiment d'une information de 2 jours, et qui est véritablement sur la table. Bon, la Juventus est en train de s'expulser tout seul de la Champions League, mais même à ça, c'est assez particulier que ces clubs-là persistent et signent dans ce projet. Oui, et juste pour conclure notre segment en temps additionnel avant de passer au sujet chaud, parce qu'il y a des questions intéressantes qui nous ont été posées. Jean, un petit commentaire sur ce qui se passe aux Pays-Bas. Dans le football amateur, il y a une initiative qui est fort intéressante en Hollande. Il y a une décision qui a été prise en début de semaine par la Fédé, par la KNVB, la Fédération néerlandaise, de permettre finalement la mixité dans les équipes amateurs au-delà de 18 ans. Bon, il y avait une règle, c'est que tu pouvais être mixte dans les équipes de jeunes, il n'y avait pas de problème, mais à partir de 18 ans, il y avait une séparation. Et une jeune femme qui voulait jouer, et le cas s'est présenté, c'est pour ça que la décision a été prise, elle ne pouvait plus continuer à jouer dans cette équipe à partir du moment où elle avait passé 18 ans. C'est le cas donc de Hélène Fokema, qui jouait dans un club de 9e division. Et donc à 17 ans, 18 ans, elle ne pouvait plus. Et elle a. Et d'abord, sans passer par des. Elle n'est pas allée au niveau tribunaux, etc. Mais elle a écrit, elle a essayé de mettre en marche un mouvement de revendication, si tu veux, pour que cette règle-là soit effacée. Finalement, oui, la Fédé néerlandaise a décidé ça. Et c'est fondamental. Actuellement, on est dans un système qui, qui est très difficile pour des jeunes femmes de continuer à progresser et d'évoluer. Or, si tu continues à mettre des barrières comme celle-là, parce qu'elle va se retrouver à 18 ans, il n'est pas dit, là on parle de clubs locaux, hein, de clubs de Mhm. 9e division. Il n'y a pas forcément une équipe amateur, on Partout. parle d'amateur, Ouais. qui soit à proximité. Donc ça veut dire amateur, ça veut dire que c'est elle qui va devoir se débrouiller pour aller faire peut-être 50, 100 km pour aller jouer, pour aller s'entraîner. Amateur 9e division, c'est quand même un assez bon niveau, hein, Mhm. faut le dire. Mais au bout du compte, quelle est la problématique si tu regardes un petit peu plus loin? C'est que tant qu'il n'y aura pas un système ouvert de formation, on va avoir toujours ce genre de problème. Alors là, on dit oui, il y a une formidable évolution dans la structure du football féminin. On le voit parce que nous, on parle régulièrement de Chelsea, on parle de l'Olympique Mhm. lyonnais. On dit voilà des grands clubs, Manchester City, qui, en Allemagne depuis longtemps avec Wolfsburg, qui mettent par exemple, toutes les infrastructures offertes à l'équipe pro masculine est offerte aussi à l'équipe féminine. Mais regarde ce qui vient avant. Là, tu parles de joueuses qui sont déjà à un niveau super établi. Là, il faut penser
aux plus jeunes et à celles qui veulent se développer. Or, quel est le gros problème actuellement dans le développement du foot féminin? C'est qu'il n'y a pas d'accès à la formation. Formation, ça n'existe pas pour les jeunes joueuses. Donc, elles doivent se débrouiller un peu. C'est pas évident. Alors, il y avait une structure, par exemple, en Amérique du Nord, qui était le système universitaire, qui permettait ce développement-là. Mais sinon, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tant que tu n'as pas une avancée dans la formation, dans la préformation des jeunes joueuses, eh ben, on va continuer de bricoler. Or, je trouve que cette étape-là, même si c'est un ou deux étages en dessous, c'est un pas vers cette évolution. Très intéressant. Maintenant, pour nos sujets chauds, une question d'abord qui nous a été posée par Danny sur Twitter. Danny nous demande qui au Québec va diffuser la Copa América. Là, je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais je suis pas mal certain que c'est du breaking news en ce moment. Ça a été publié par personne d'autre que nous, à Loin de S'en Foot. Ben, c'est RDS qui va présenter la Copa América du 13 juin. Si je ne me trompe pas, Jean, 13 juin au 10 juillet, ce sera la grande finale avec les 10 équipes du CONMEBOL qui seront là. On va vous présenter les 28 matchs de la compétition. Donc, un grand plaisir d'être capable de vous annoncer ça aujourd'hui. Grand plaisir de vous dire qu'on va y participer également. Donc, ce sera à surveiller à partir du 13 juin sur les ondes de RDS. Deuxième question, c'est celle de Guy B qui nous demande, lorsque tous les joueurs... Et là, je veux juste préciser, ça avait été envoyé cette question-là avant le match de hier, mais ça reste quand même pertinent. Lorsque tous les joueurs du CF Montréal seront disponibles et en forme pour jouer, quel schéma tactique sera privilégié, selon vous, par Wilfried Nancy? Je vais juste renverser cette question-là. Est-ce que tu as l'impression que le système de Nancy, c'est celui que lui voulait à la base, ou est-ce que c'est un système qu'il a utilisé pour le début de campagne en raison des joueurs qu'il avait sous la main et de l'état de ces joueurs-là? Les deux, mais pas forcément à cause de l'état, mais vraiment à cause du profil. On a discuté un petit peu la semaine passée au niveau de la défense à 4. La défense à 4 pose beaucoup de problèmes dans les profils des joueurs. On n'a peut-être pas des latéraux, on va commencer par les latéraux. On a beaucoup de pistons, mais pas beaucoup de latéraux. Donc ça veut dire que défensivement, ils ont quand même pas mal de carences, même dans le jeu aérien, dans la gestion de la profondeur, ils ont des carences qu'ils peuvent corriger. Mais en tant que piston, justement dans la recherche de la profondeur, leur capacité à se projeter vers l'avant, d'apporter du surnombre, c'est des joueurs très intéressants et c'est peut-être possible pour ça, combiné au fait que la défense centrale, on sent quand même que s'ils sont peut-être Struna serait plus à l'aise dans une défense à 4, mais dans l'ensemble, ça c'est plus cohérent pour faire jouer les joueurs qui sont en forme, parce que disons que Binks aurait été sur le terrain, c'est un joueur qu'on aurait voulu, que Binks aurait été disponible, c'est un joueur qu'on aurait voulu sur le terrain. Je pense que la défense à 3 permet véritablement de mettre 3 talents défensifs sur le terrain, et ça c'est intéressant. Donc oui, peut-être que l'état de forme à juger, mais je pense surtout le profil des joueurs et qu'un Mihailovic te permet de jouer dans une configuration avec un 10 derrière 2 attaquants. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'attaquants. Et je pense que là où il y a l'évolution, c'est surtout que dans la position de numéro 8, que ce soit Sedic, que ce soit maintenant Hamdi, que ce soit un Piet 2.0 après l'expérience de Thierry Henry, on a quand même du choix dans ces positions-là. Donc finalement, c'est je pense, la formation qui est la plus adaptée à l'effectif. Ça ne veut pas dire que ce sera la formation qu'on verra de tout le temps. D'ailleurs, on a déjà vu 2-6, 1-10. Maintenant, là, on voit plus 1-6, 1-8, 1-10. Mais non, je trouve que c'est une formation qui est très intéressante par rapport à la nature de l'effectif. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je ne me souviens pas de 5 matchs que Montréal a enchaînés en MLS où la défense n'a pas été parfaite, là, mais la défense a semblé aussi organisée. Souvent, on les sentait pour une mi-temps à la rue. Ils ont beaucoup subi, par exemple, en deuxième mi-temps face à Nashville, mais ce n'est pas parce que tu étais désorganisé, c'est parce que tu n'as pas été capable de tenir le ballon comme il faut. Puis à l'autre bout du terrain, tu as tellement raison. L'exemple de Mihailovic, pour moi, c'est crucial parce qu'une des choses qu'on cherche du côté de Nancy et son personnel technique, c'est beaucoup de joueurs dans la surface de réparation et entière offensif. À partir du moment où tu passes, par exemple, en 4-3-3,
ben, tu es dans le trouble. Parce que si tu as ton ailier gauche qui a le ballon, tu vas peut-être avoir un dédoublement, mais le temps que ton ailier droit arrive dans la surface pour aider ton attaquant, tu es déjà juste à 2 joueurs. Peut-être que Mihailovic arrive par la suite, alors que maintenant, tu as déjà de facto 2 gars dans la surface. Mihailovic qui arrive, en un clin d'œil, tu as 3 gars dans la surface, puis tu en as d'autres qui peuvent venir t'aider ensuite. Donc, défensivement, offensivement, des deux côtés, pour moi, c'est de loin le système qui est le plus performant. Et très honnêtement, il y a un an, jamais j'aurais pensé dire ça. C'est tout à l'honneur d'abord de Thierry Henry qui a semé ce qu'on est en train de récolter en ce moment, et ensuite d'Olivier Renard et Wilfried Nancy qui ont enchaîné en 2021. Jean, il y a Daniel maintenant. Daniel qui a toujours un léger, très léger penchant pour le Sporting dans ses questions. Daniel nous demande maintenant que le Sporting est sacré champion du Portugal, pensez-vous que Cristiano Ronaldo se joindra au club afin de jouer la Ligue des champions la saison prochaine? Vu que la Juventus actuellement est en train de faire tout ce qu'elle peut pour ne pas la jouer. Le Sporting est champion, on avait dit le 11, hein? OK. Bon, alors, le 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Ronaldo, ouais, on en parle un bout depuis un bout. Comme quoi il lui reste un an à la Juventus, il est très possible qu'il ne l'effectue pas cette année. On a parlé d'un possible retour à Madrid, on a parlé d'un possible retour à Manchester United. Il y a même eu qui envolé vers la MLS. Mais il y a toujours, mais parce que ça c'est le serpent de mer, la rumeur PSG. Mais Sporting, c'est parce que, mais bon, d'où ça vient, c'est parce que maman, on l'entend régulièrement. On a qui dit, je vais essayer de le convaincre de revenir au Sporting, qui est le club qui l'a formé et qui est un des clubs au niveau formation, qui est un des clubs les plus performants en Europe. Et il y a tout un intérêt à la fois émotionnel et à la fois de faire revenir. Et c'est beau de le faire revenir et puis d'être là avec disons, des jeunes joueurs qui sont amenés à avoir une belle carrière professionnelle et tout. Est-ce que ça va se faire? Je suis pas persuadé parce que je crois que dans le plan de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a encore 3 bonnes saisons à très haut niveau et que je pense que les ouvertures actuellement, elles vont être vers des clubs certainement qui vont jouer la Ligue des Champions, mais qui vont pouvoir lui offrir un environnement toujours plus motivant. Parce que je pense que derrière lui, c'est la motivation déjà, hein, c'est l'envie de surperformer, de tout briser, de tout bouffer, qui fait qu'il est encore à ce niveau-là, hein, à cet âge-là. Donc je pense qu'il va chercher encore ce genre de challenge, au moins pour son prochain contrat. Il est écrit au ciel le scénario. Je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux, mais il va finir en MLS. Il va passer au Sporting. Son contrat en MLS va finir le 31 décembre de je ne sais pas trop quelle année. 1er janvier, il va signer au Sporting, puis il va jouer la fin de saison, puis ça va finir là où tout a commencé. Tiens, Daniel, je viens de te l'écrire, le scénario. C'est gratis, tu peux le prendre. Ça fait plaisir. Sid, on finit avec la question du staff. Est-ce que James Pantemis, à moyen terme, sera le gardien numéro 1 du CF Montréal? J'espère à court terme même. Je pense que c'est voilà. En fait, précise ça, c'est un super bon point que tu soulèves. Yeah. Dans ta tête, là, pour les gardiens, le moyen terme, c'est quoi? C'est, mettons, 2020. Bon. En 2022, pour moi, c'est évident que c'est le gardien numéro 1. Le contrat de Clément Diop achève à la fin de l'année. Celui de Pantemis a été reconduit. Puis, il faut savoir aussi, quand même, malgré la débâcle de la gestion de Maxime Crépeau, qu'au sein du club et de l'académie, c'est Pantemis qui était considéré vraiment comme le futur grand gardien. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait dû gérer Maxime Crépeau de cette façon? Non. Mais il est quand même, depuis pas mal d'années, très, très, très bien vu au sein de l'académie et de l'organisation. Donc, que son destin et son chemin soient tracés, et que maintenant, qu'il montre qu'il pourrait même prétendre à être dans le groupe de Canada, de Team Canada. Je vois pas pourquoi on lui
prendrait des minutes qui seront précieuses dans plusieurs années. Donc entre guillemets les apprentissages, les erreurs qu'il fera aujourd'hui, ce sera autant d'arrêts et d'exploits qu'il nous fera dans plusieurs années. Donc je crois que c'est plus vite on l'installe et mieux c'est. Oui, et ton commentaire par rapport à Maxime Crépeau, c'est tellement intéressant parce qu'on pourrait pousser cette réflexion-là plus loin. À l'époque, j'ai pas de problème si James Pantemis, tu le considères meilleur. Maintenant, en âge, Crépeau était devant. Fais jouer Crépeau, ajoute de la valeur, puis tu aurais été capable de le flipper pour plus que 50 000 en argent d'allocation, puis un choix de 3e tour au Super Draft. C'est ça, quelque part, qui a été scandaleux. C'est que non seulement tu n'as pas été capable de profiter de ses services et maintenant, c'est Marc Dos Santos et les Whitecaps qui en profitent à Vancouver, mais c'est que tu n'as rien eu en retour. Alors que si tu l'avais fait jouer, il y a quelqu'un à quelque part dans la ligue qui aurait compris que ça vaut peut-être la peine d'investir un peu d'argent là-dessus, Sid. Oui, tout à fait, parce que là, c'est son ancien entraîneur qui a compris qu'il fallait aller le chercher. Ah oui. Avec Youssef Daek, dont on a vu la joie communicative dans les vestiaires des Whitecaps après la victoire de la semaine passée. Donc oui, effectivement, c'est ça pour moi la débâcle de la gestion de Maxime Crépeau. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Si on sait que Pantemis, c'est le futur numéro 1, et qu'on montre hier qu'il est aussi le présent numéro 1, je vois pas pourquoi on devrait attendre le moyen terme pour prendre cette décision. Donc, ce que je viens de comprendre, Sid, c'est que pour toi, le moyen terme, c'est au mois de juin. C'est ça? C'est ça. Le court terme. Après la Gold Cup. C'est le court terme, c'est d'ici le 29 mai. Quand il va y avoir cette fameuse trêve-là là, du 29 mai au 23 juin, c'est là que ça se passe. C'est là que Sidney Fowo, dans sa vie, là, si vous connaissez son planning annuel, là, c'est là que le cours passe au moyen terme. C'est sur une échelle de 4 à 6 semaines à peu près, comme les blessures d'habitude. Les gars, en vous laissant, vous allez surveiller quoi au cours de la prochaine semaine? Prochain épisode, on vous reviendra jeudi avec une autre émission de Loin de Sans Foot, autre enregistrement. C'est toujours les jeudis matins, mais d'ici là, Jean, tu surveilles quoi? Dans la Ligue des champions féminines. On en a parlé déjà, Chelsea-Barcelone, avec Chelsea qui vient officiellement de gagner le titre. Donc, on passe de le faire un quadruplé, les 2 coupes anglaises, le championnat de Super League anglaise qui est devenu extraordinairement fort, Ligue des champions avec un trio d'attaque, Kirby, Sam Kerr, Bernie Alder, qui est un des plus beaux qu'on ait vu de ces dernières années. Donc, ouais, ça va être intéressant. Toi, Sid? Moi, je vais regarder surtout Lille Saint-Etienne, donc peut-être un premier titre pour Jonathan David, qui a, en marquant 12 buts, rejoint un club très select parmi les attaquants canadiens. Donc, c'est assez remarquable ce qu'a pu faire Galtier et ses jeunes au nez à la barbe d'un PSG qui avait d'autres soucis. Et donc, donc, je pense que ce match-là contre Saint-Etienne peut être assez piégeux dans cette fameuse course au titre, mais sûrement un beau couronnement pour une belle saison pour le Lille Olympique. Ouais, et pour Jonathan David, on rappelle qu'au début de la campagne, il n'a pas marqué un but en 10 matchs de Ligue 1. Ça montre à quel point il a été capable de se reprendre de belle façon par la suite. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci bien. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Cédez-moi, on s'y trouve pas mal à tous les jours. On vous invite aussi à continuer de partager et consommer le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.